Life Mastery Podcast saison 3, épisode 1. Aujourd'hui, on se parle de comment gérer son temps comme un vrai PDG. D'abord, pourquoi mes clients veulent me remplacer par Elon Musk? Ensuite, en quoi un Brownies Général Tao pourrait détruire ta business? Également, la raison un peu louche de pourquoi, si tu veux vraiment être riche, tu dois absolument moins travailler. Et finalement, comment réussir à gérer ton trimestre en entier en seulement une semaine. Sur ce, bon épisode. Le temps, Manu, c'est la ressource précieuse de tous les êtres humains, mais surtout de l'entrepreneur. Comment on le gère comme un PDG? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, right? Effectivement. Et Guillaume, s'il y a bien une chose qu'on a en commun, c'est le fait de ne pas vouloir être overwhelmed par une série de tâches interminables. Puis dans cet épisode-ci, on veut surtout parler du lifestyle business, de comment réussir justement à bien gérer son horaire pour pas juste travailler moins, mais réussir à accomplir autant que quelqu'un qui peut justement travailler 40-60 heures semaine. Fait que la première chose que j'ai envie qu'on fasse, qui n'était pas nécessairement à l'horaire, mais c'est peut-être de démystifier le mythe de « faut que tu travailles tout le temps si tu es en affaires ». Ouais. C'est quoi ta vision de ça? Ben, dernièrement, on a lu un livre similaire qui est le même livre, bref, qui est Oversubscribed, de son petit nom, Daniel Priestley. Et il disait quelque chose de tellement intéressant là-dedans, puis il parlait de 3 types de business, ceux qui sont en survie. Clairement, tu veux pas être l'entrepreneur et l'entreprise en survie. Il parlait ensuite de ça du performance business, puis il parlait du lifestyle business. Tu te rappelles de ça? Non. Et voilà pourquoi qu'on se rencontre pour faire notre podcast. C'est une petite chance que j'ai ce podcast-là avec toi pour pouvoir me rappeler de ce que j'ai lu. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il parle de la différence entre le performance versus le lifestyle business. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis en gros, c'est que le performance business, c'est le style d'entrepreneur et d'entreprise de hustle. Puis tu veux probablement faire des multiples millions, avoir des succursales partout dans le monde, des grosses équipes, tout ça, tu sais. Puis c'est OK si c'est ce que tu vises dans la vie. Puis de l'autre bord, le lifestyle business, ben, c'est beaucoup plus digital, moins attaché géographiquement au même endroit. Puis ton but, dans le fond, c'est d'être en business pour être libre, ce qui est clairement notre cas. Donc, ça va cadrer la discussion d'aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que déjà, je suis pas d'accord. Non? Non. Puis je suis sûr que tu vas me dire, mais comment ne pas être d'accord avec ça? Ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est possible d'avoir une lifestyle business puis d'être méga à l'international et tout ce que tu peux imaginer. Ça dépend de comment tu structures justement ton équipe. Ouais. Ça dépend de comment et à quelle vitesse tu acceptes de l'agrandir. Ouais. Mais je crois que si tu réussis à avoir les bonnes ressources, les bons leviers, on en a parlé souvent, technologie, médias, humains, tout ça, il y a moyen d'avoir une business à l'international qui fait plusieurs centaines de millions de dollars, mais qui ne t'empêche pas. Tu sais, pas mal sûr qu'à un certain niveau de business, là, tu te ramasses avec une équipe de direction et ces gens-là savent exactement quoi faire, quand le faire et avec qui le faire pour que la business elle roule. Puis au final, toi, tu es la personne qui va plus prendre des décisions par rapport à la vision globale de la business plus que dans les opérations, tu sais. Ouais. C'est une réalité que je connais pas. Je pense que pour y arriver, ça demande plus de travail naturellement. Mais ça, c'est une opinion. Il n'y a pas de fait derrière. Fait tu vois, c'est intéressant parce que plus de travail, peut-être que la charge de travail est plus grande, mais si jamais tu as cette vision-là, puis tu te dis, OK, ben, au lieu de faire ça en 1 an, je vais le faire en 4 ans. Au final, la charge de travail qui a l'air énorme, ben, tu la répartis dans le temps. Fait que tu conserves ton lifestyle. T'as raison. T'as probablement raison. Ouais. Fait que j'aimerais ça savoir, toi, Guillaume, qui est, comme tous les gens le savent depuis déjà 3 saisons, qui est la sommité au Québec en termes de sagesse et d'entrepreneuriat, ton horaire, comment tu fais à travers tes 1000 projets? Tu sais, on a le Life Mastery Podcast, Life Mastery Family, bref, tout ce qui commence par Life Mastery, etc., plus tes dossiers personnels. Comment tu fais quand tu vois une liste de 1000 choses à faire pour savoir voici ce qui est important? Puis pas juste voici ce qui est important, voici ce qui est important que je fasse. Parce que quelque chose peut être très important, mais c'est pas à toi de le faire dans ta propre business. Là. Ouais. Ben, mon premier amour avec l'analyse des tâches les plus importantes, en fait importantes, urgentes, non importantes, tout ça, ça a été comme ça? Non, mais ça a été mon premier amour que j'ai intégré, qui est... Moi, c'est Stephen Covey que j'ai découvert. Je pense que ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, c'est ça. Puis ça, là, pour vrai, là, je l'ai vraiment utilisé beaucoup pendant mes premières années entrepreneuriales pour comprendre, non seulement de le comprendre d'un point de vue mental, psychologique, mais de l'intégrer et de vivre les résultats d'être dans un cadran versus l'autre. Donc ça, je te dirais que si quelqu'un commence à vouloir comprendre qu'est-ce qui est important ou pas dans ce que j'ai à faire,
Moi, la matrice Eisenhower, je trouve que c'est extraordinaire parce que... Mais comment tu fais pour t'en servir? Parce que c'est bien beau avoir un cadran important, urgent, non urgent, important, puis non important, non urgent. Ouais. Puis probablement que je l'ai chié en le disant. Ou au contraire, je me suis surpris moi-même puis je pense l'ai que tu l'as eu. Je pense que c'était pas pire, hein? Je te dis, saison 3, j'ai steppé up. Moi, Ouais. là, on créerait quasiment que je sais de quoi je parle à cette heure. Ça fait maintenant 10 minutes qu'il a commencé à saison 3. Là, calmons-nous. Les high expectations sont incroyables. Mais c'est ça, je pense que même si tu la comprends, même si tu regardes tes beaux petits cadrans, comment tu fais pour choisir, par exemple, OK, organiser l'événement de telle date ou refaire le site web. Comment tu fais pour déterminer ce qui est vraiment urgent, vraiment important et tout ça? OK, donc là, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus présent, qui est honnêtement, en plus, une grosse révélation que j'ai eue dans les derniers mois, qui est le levier dominant de la business. Et ça, c'est quelque chose que je vais transmettre encore et encore et encore dans les prochaines années. C'est que peu importe ce qu'on fait comme business, on a un levier dominant. Il y a certaines entreprises que leur levier dominant, ça va être les ressources humaines. Donc, c'est comme les entreprises de construction, par exemple. Le levier dominant numéro 1, c'est les ressources humaines. Leur défi numéro 1, c'est le recrutement, la motivation, la mobilisation, la formation. Il y a plein d'entreprises comme ça, levier dominant RH. Donc, si j'étais dans cette situation-là, tout ce qui est RH serait dans mes priorités constamment. Nous autres, on est dans une business de vente et marketing. Notre levier vente et marketing, c'est ce qui est le plus important. Donc, moi, ce que je fais au quotidien, puis c'est ce que je fais aussi pour des clients, c'est tout ce qui est le plus de leverage au niveau des ventes et marketing, c'est tout le temps ce qui est prioritaire. Parce que, tu sais, prenons notre exemple, notre site web à nous autres, il est bordélique, c'est moi qui s'en occupe, j'ai le droit de le dire. Mais ça fonctionne vraiment bien, ce qu'on a pareil, puis je m'occupe pas du site web tout de suite parce que je sais qu'on a d'autres affaires à faire plus importantes. Puis sinon, ben il y a les leviers, mettons, technologie, qui peuvent être très, très, très importants aussi quand tu es en efficacité opérationnelle, donc e-commerce, etc. Amazon, c'est une entreprise d'efficacité opérationnelle. Donc, c'est un peu comme ça. Ça fait du sens, ce que je dis? Ça fait du... Ben, écoute, pas plus que le reste, mais bon, ça a l'air qu'on est deux sur ce podcast-là. L'harmonie aura duré 12 minutes dans la saison 3. Ben, t'es déjà poli d'appeler ça de l'harmonie. Moi, j'appelle ça de la tolérance mutuelle. J'avais une idée et comme d'habitude, je me suis auto-coupé la parole avec mon besoin criant d'exister à travers l'humour. Donc, Guillaume, je vais t'inviter à me sauver la mise en ce moment, s'il te plaît. OK. Oui, je m'en rappelle. Arrête de me couper. Donc, c'est que tu gosses, man. Fait que, laisse-moi parler. Donc, il y a 3 priorités, je pense, parce que tu parles selon les types d'industrie puis tout ça, mais encore une fois, j'aurais tendance à penser qu'il y a quand même peut-être des trucs universels. Puis là, je veux que tu me challenges là-dessus parce que, tu sais, bien que j'ai la prétention à la vérité en tout temps et en tout lieu, je suis quand même ouvert à ce que des gens pensent le contraire puis que je puisse les juger. Oui, mais c'est ça. Je crois que... Tu tolères que les gens aient des opinions différentes. Ah non, mais c'est ça. Tu sais, regarde, ils apprennent. Puis... mais j'ai tellement... Hey, si c'est quelqu'un qui écoute pour la première fois qui je suis à travers cet épisode-là, c'est un désabonnement, bloc, ban, report, 1 étoile sur Google. Donc, les 3 leviers qui sont prioritaires dans n'importe quel business, je crois, c'est le levier qui va faire en sorte d'augmenter la visibilité de l'entreprise. Fait que la meilleure entreprise au monde, si personne la connaît, elle n'existe pas. Donc, le levier être vu. Le deuxième, c'est être aimé. Parce que tout le monde peut découvrir ta business. Puis là, une fois qu'il arrive sur ton site ou sur tes réseaux sociaux ou sur la plateforme que tu veux t'afficher dans un événement personne, puis là, ils font, mais ça n'a même pas l'air intéressant, cette business-là. Les planchers sont lettres, les fleurs sont lettres, peu importe dans quelle industrie, les poissons ne sentent pas bon. Bien évidemment, c'est un levier qu'il faut mettre de l'avant. Comment faire pour être une entreprise qu'on a envie d'acheter de cette entreprise-là? Puis la 3e étape, c'est une fois qu'on a réussi à se rendre à l'étape de la vente, de la transaction, bien, cette personne-là passe d'une personne qui avait de l'intérêt à un client. Donc, comment réussir à over-deliver pour que cette personne-là, qui est maintenant ton client, puisse partager qu'elle a eu une expérience positive avec ta business? Puis c'est drôle, mais je pense que plus je m'élève, si on peut dire, dans mon expertise en tant qu'entrepreneur, plus je me rends compte que quand je suis hors de ces zones-là, je ne suis pas nécessairement payant pour la business. Ben, moi, je suis 100% d'accord si tu es au stade de croissance de ta business que c'est ce qu'elle requiert. Puis je te donne un exemple concret d'un de nos clients avec qui j'ai eu une consultation.
la portion visibilité, vente, demande, elle est naturelle. Notre client, il a un brevet. Et le brevet a clairement répondu à un besoin criant que ça s'est répandu comme un feu de forêt, mettons. Tu sais, c'est un peu l'image que j'aimerais dire, c'est que le besoin était là, les gens sont mis au courant, puis la grosse demande est rentrée vers lui. Puis là, en ce moment, son gros défi, c'est les RH. Tu sais. Donc, je suis 100% d'accord avec toi, mais pas d'accord dans le sens où il y a certaines situations où ça se peut que ton vrai défi devienne RH. Puis une fois que tu as tout bâti ta business et tes RH, et bref, que ton entreprise est rendue à un stade de croissance où tes RH peuvent répondre à la demande, là, ça redevient important d'aller vers les ventes, marketing, etc. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois, puis on est un peu dans cette situation-là, nous autres aussi. En ce moment, c'est beaucoup vente, marketing, puis on peut encore longtemps être là-dedans. Mais ça se peut que dans 6 mois, 1 an d'ici, on est peut-être qu'on a un petit défi de RH finalement, ou peut-être qu'en fait, avant ça, nous autres, ça va être un défi d'efficacité opérationnelle avec la technologie. Comment on peut être plus efficace dans nos technologies. T'sais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, avant de penser à augmenter la taille d'une équipe, avant de penser à engager une nouvelle ressource, combien de business ne regardent même pas où va réellement leur argent en ce moment pour être capable de couper peut-être dans certaines dépenses inutiles, dans certaines stratégies inutiles, dans certaines... Bref, il y a tellement de choses qui peuvent être faites au niveau du ménage à l'interne. Puis déjà là, à la limite, ça permet de libérer le budget pour engager une ressource qui finalement nous coûte rien. On a une autre des clientes que j'ai faite dernièrement. Sa mère, ça fait 30 ans qu'elle avait l'entreprise, puis c'est elle qui vient de la racheter. Puis elle me parlait du processus de, tu sais, tout faire l'horaire du staff, puis tout ça. Puis là, elle me disait ça me prend 3 semaines. Puis elle a dit, fait que là, j'aimerais vraiment ça le déléguer, tu sais. Puis je dis, ben, parle-moi donc juste du processus avant qu'on le délègue, tu sais, il faut qu'on... Puis finalement, juste avec des moyens technologiques, donc aucune ressource, aucun rien, là, c'est devenu 3 heures. Elle capotait. Elle a dit, OK, là, maintenant, c'est facile de le déléguer parce que c'est beaucoup plus facile. Puis c'était juste... Pour vrai, là, c'était tout du Google Suite. Là. Genre, il n'y avait rien de révolutionnaire. On n'a pas fait de programmation, rien. Là. Toutes les affaires qu'elle avait déjà accès. C'était juste une évaluation de OK, là, je veux le déléguer parce que ça me prend 3 semaines. Mais avant de le déléguer, on va juste vérifier le processus. Puis finalement, c'était un processus d'il y a 30 ans encore. Fait que, avant même l'invention d'Internet. Avant même l'invention d'Internet, exact. Quand même. Et ça avait été juste transposé à l'époque, c'était papier. Puis bref, affaire par Internet. Fait qu'au niveau de la gestion de temps, toujours, maintenant qu'on sait un peu, comment on fait pour savoir, justement, on est dans quel type d'industrie, pour savoir par où commencer en termes de gestion de priorité? Quel type d'industrie? Tu veux dire quel levier? Justement, tu sais, quelqu'un se dit, OK, ben beau les boys, je vous écoute parler, mais comme moi, comment je le fais pour savoir si ma prochaine embauche, il faut que ce soit quelqu'un en RH pour m'aider à grandir ça? Comment je fais pour savoir s'il faut que j'installe une technologie? Ben, en fait, je pense que le besoin, on le connaît puis il est criant. C'est juste qu'on l'écoute pas souvent. Tu comprends-tu? Mettons, là, si je te demande en ce moment, moi puis toi, c'est quoi notre focus puis notre défi actuel, on le sait très bien. Hein? On n'a pas besoin de se poser 1001 questions. On sait que c'est au niveau de l'attraction de lead puis de la conversion. Non? J'espérais tellement que tu n'allais pas me lancer la question. J'étais comme, c'est quoi le défi? Ah ouais? OK. C'est sûr que peut-être il y en a plusieurs, là. Ouais. Vas-y donc voir, je suis curieux. Ben, je pense que, en fait, il devrait toujours, avant de penser, puis ça, c'est un switch que j'ai fait récemment, là, mais avant de penser à, bon, c'est quoi les zones où il y a des lacunes dans le business? C'est où les zones où ça bat de l'aile? C'est où les zones où ça prendrait peut-être une nouvelle personne? Je regarde toujours en premier dans mon horaire. Ouais. Puis je commence par ça en me disant, c'est quoi les choses qu'au fil du temps, j'ai développé le réflexe de faire? Pas nécessairement parce que j'étais la personne qui devait le faire, mais parce que j'étais la seule personne à un certain moment qui pouvait le faire, où j'avais pas les ressources pour, où j'avais pas la technologie pour. Fait que je pense qu'avant de regarder à l'extérieur qu'est-ce qui se passe dans le business, c'est vraiment bon de regarder notre propre horaire puis de se rendre compte à quel point, tu sais, avant, par exemple, l'organisation d'un événement comme un chalet pour des clients, ben avant, tu aurais vu sur ma liste de tâches louer le chalet, remplir le contrat, évaluer le nombre de lits, faire le plan des chambres, demander les allergies alimentaires aux clients. Puis là, j'aurais eu, mettons, 26 tâches dans mon horaire. Maintenant, la tâche dans mon horaire, ça va être confier l'organisation du chalet à Mylène, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que
tu sais, c'est facile de penser, bon, ben, dans la liste de choses que j'ai à faire, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus urgent, puis tout, mais de base, est-ce que c'est vraiment toi qu'il faut qu'il fasse ça? Ouais. Ben, c'est ça. Il y a tellement de façons qu'on peut prendre ça, mais moi, une des choses qui me trotte toujours en tête, c'est est-ce que ce que je fais en ce moment, ça a du levier? C'est sûr. Ça, j'ai toujours ça. Puis vois-tu, j'ai même pas pensé à le dire parce que c'est tellement intégré en moi. Mais pour moi, du levier, ça veut dire que je le fais aujourd'hui. Ça va me donner des résultats aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans whatever. Parce que mon point de vue, c'est qu'un entrepreneur ne devrait pas vraiment travailler dans le présent, mais toujours dans le futur. Tu me suis là-dessus? Ah, c'était pas si compliqué, là. Non, OK. Parce que je vois un peu comme si j'étais pas intéressant dans ton mais visage. c'est le mais... contraire. C'est une des rares fois où je trouve ça intéressant. C'est pour ça que tu as vu mon changement de regard. Donc, c'est ça que ça doit être toujours dans le futur. Fait que ce que je fais aujourd'hui, moi, c'est toujours dans le but que ça fonctionne encore dans le futur. Donc, autant les décisions que ce qu'il y a dans mon horaire aujourd'hui. Et c'est vraiment comme ça que moi, je vois les choses. Fait que c'est comme ça que je priorise. Ça rejoint vraiment bien le concept que je partageais, je pense, dans un de nos anciens épisodes, ou peut-être avec nos clients, même dans la LMF. Ou juste à ta blonde, peut-être. Ou peut-être. La question clé qui est, est-ce que ce que je fais en ce moment fait rouler la business ou fait grandir la business? Parce que si tu as l'impression de... C'est intéressant. Ben, tu vois, si tu étais peut-être dans une de tes nombreuses semaines de vacances. T'es temps que tu reviennes à la job. Fait que, si jamais tu as l'impression que ta tâche, là, tu te dis, ah, good, grâce à cette tâche-là, la business existe une semaine de plus. Ouais. Ben, c'est peut-être pas ton rôle de faire cette tâche-là. Ton rôle, c'est peut-être de trouver le levier, justement, avec un humain, le levier avec une technologie, le levier avec une automatisation, ou même de se demander, c'est-tu vraiment si nécessaire? Puis je parlais de ça avec un de mes clients cette semaine, j'ai dit, t'as même pas aidé le nombre de micro-explosions qui arrivent dans ma business chaque semaine, de choses qui sont pas faites, mais c'est des micro-explosions. Parce que les zones où est-ce qu'on veut pas que ça explose, les vraies zones où ça compte, elles sont adressées. Puis c'est justement, comme on disait, les zones en termes de être vu, être aimé, bien servir les gens. T'as raison pour ça. T'as raison pour ça. Que si ces 3 choses-là sont pas là, c'est vrai que t'as pas de business, en fait. Être vu, aimé, puis bien livré, c'est comme ça que tu l'as dit. Je suis 100% d'accord. Puis tu sais, nous autres, nos KPI qu'on regarde tout le temps, est-ce qu'on a été vu avec nos ads, avec notre contenu, les leads, la conversion, puis la satisfaction de nos clients, puis on est proche de nos clients tout le temps, puis on est obsédé les deux par ça. J'ai l'impression qu'il faut toujours qu'on leur parle pour être sûr que ça va bien, puis tu sais. Mais ça, c'est nos musts à nous autres, qu'on est toujours obsédés par ça. Puis le reste, je suis d'accord avec toi qu'on a plein de petits bordels un peu partout, puis c'est correct. Là. Tu donnais l'exemple du site tantôt, ça en est un bon exemple. Ouais. Là, tu vas voir le site, ben, au mois 1, il est pas beau, au mois 2, il est pas parfait, au mois 3, il est correct, au mois 4, il s'en vient bien. Mais tu sais, au final, là, si on avait dit on met tous nos efforts pour que dans les 2 prochains mois, on ait un site parfait, c'est-tu vraiment ça qui te donne? Je pense qu'en 2024 ou en 2046, si vous écoutez ça un peu plus tard, c'est vraiment possible d'avoir une belle business même sans avoir un site web. Là, juste avec les réseaux sociaux, puis un lien dans ta biographie, puis une offre irrésistible qui sera un de nos sujets plus tard cette saison-ci. Je pense que c'est possible de tirer son épingle du jeu. Ouais. Définitivement. Donc, également au niveau de l'horaire, il y a une question que j'ai envie de poser à notre audience, mais que j'ai envie de te poser aussi par le fait même, c'est avez-vous conscience à quel point en ce moment, il y a des zones dans votre business où vous êtes attaché à produire vous-même un résultat, alors que ça n'a pas à être vous qui produisez ce résultat-là. Puis l'exemple que je peux te donner, c'est une fois dans nos calls de groupe, justement, je coach pratiquement chaque semaine avec nos clients. Et là, je posais la question, si à partir de maintenant, ce n'était plus moi, votre coach, pour partager des conseils de business, est-ce que vous seriez déçu? La réponse instinctive des gens, c'est de répondre, ben oui, on serait déçu. Alors, moi, de répondre, OK. Sauf si, ça serait Guillaume? Ben, je suis tellement content, Guillaume, ça peut te faire du bien. Fait que j'ai mal. Donc, ben, non, mais tu rejoins mon point quand même que je veux dire, là, spoiler alert. Je dis aux clients, OK, vous seriez déçus, mais si jamais je vous disais que votre coach business, ben, c'est pas moi, c'est Elon Musk. Ouais. Oh, là, OK, ben, c'est pas grave, Manu, tu vas aller prendre une couple de semaines de vacances parce qu'on sait que le résultat va être incroyable. On va apprendre de quelqu'un qui a un très gros cerveau de business. Fait que je pense que la vision limitée d'un entrepreneur, c'est qu'il a peur de perdre le contrôle de sa business. Fait que quand il s'imagine s'entourer de gens, il s'imagine toujours s'entourer de gens qui sont un peu moins bons que lui. Ouais.
Fait que Alors que c'est l'inverse. ben, c'est ça qui va permettre de scaler. Ouais. Tu n'engages pas des gens qui vont réussir à faire toffer les affaires que toi, tu as mis en place. Tu engages des gens qui vont te permettre, chacun dans leur département, d'expandre la vision, de continuer à faire grandir ça, qui sont eux dans leur zone de génie. Ouais. On revient tellement tout le temps au levier MAT. Je vais vous les nommer. Là. MAT étant un acronyme médias, argent, technologie, humain. C'est les 4 leviers qu'on a dans une business. Puis là, on saute d'un à l'autre là, à travers nos discussions. Mais prenons l'humain là, parce qu'on était autour de l'humain. Si tu trouves un humain qui est plus prolifique, compétent, que c'est sa force de faire ce qu'il fait plus que toi, mais que lui, il travaille pour toi, avec toi, qui est partenaire, whatever, c'est un levier extraordinaire pour toi. Pourquoi t'en voudrais un qui est moins bon que toi? Puis là, ça deviendrait une charge de gestion. C'est parce que souvent, les gens ont la croyance limitante de penser que quelqu'un meilleur que moi va soit pas vouloir travailler pour moi, soit va être meilleur que moi, donc va partir avec mes clients. C'est ça. Puis nous deux, on est un très bon exemple. Là. On se complète, puis on a des forces qui se rejoignent, puis on a des forces complètement opposées à bien des niveaux. Puis c'est fantastique, c'est ce qui fait en ce moment que ça fait 1+1 égale 10 de plus en plus, puis dans pas long, ça va être 1+1 égale 100, watchez-nous bien. Mais c'est parce que tu travailles dans tes forces, puis je le sais que ça donne des résultats, puis moi, c'est un levier pour moi, puis moi, je suis un levier pour toi parce que je travaille dans les miennes. Puis bref, mon point, c'est que si on revient toujours comme entrepreneur à dire dans le temps que j'investis dans ma business, si je travaille sur du levier, numéro 1, c'est-à-dire que je fais quelque chose aujourd'hui puis ça me donne des résultats à long terme, c'est pas pour faire rouler le présent, mais bien pour faire grandir la business dans l'avenir. Puis que c'est soit du média, soit autour d'aller chercher du cash flow, puis bref, avoir plus d'argent, de ressources pour réinvestir. Au niveau de la technologie, pour être plus efficient au niveau des systèmes opérationnels, délégation, etc. Puis les humains, les meilleurs humains, plus compétents, mieux organisés, mieux mobilisés, on peut pas vraiment se tromper. Puis en même temps, c'est une vision qui est plus grande. Les gens, les A-players vont vouloir se joindre à une vision qui est plus grande. Mm-hmm. C'est sûr que si tu te dis, moi, j'ai un objectif avec ma business, on va faire 400 000 par année, ben, tu peux pas avoir 4 A-players dans ton équipe. C'est inévitable. Tu n'auras pas de profit, tu vas juste réinvestir dans ton staff. Fait que c'est pour ça qu'un des mentors, Dan Martell, disait, si jamais tes employés ne se voient pas être capables de réaliser leurs rêves et leur propre vision à travers la tienne, you gotta dream bigger. Puis c'est une phrase qui m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, hey, c'est tellement vrai dans le fond que tu peux pas espérer avoir une business qui scale at large puis tout, puis te dire, de penser juste à soi là-dedans. Là, c'est un levier pour tout le monde qui contribue à une business. Là. Puis c'est pas juste des pions qu'on place sur un échiquier temporairement pour obtenir un résultat X. Le but, c'est que si on a un employé clé dans une business, on veut qu'il reste 20 ans. Là. Fait que pour ça, il faut continuer de nous-mêmes d'évoluer. Il faut que la vision évolue. Puis il faut que... C'est une de mes clientes qui me disait récemment, justement, Manu, comment je fais pour que mon employé soit excité par ma vision? On dirait que je partage, puis tu sais, pas de papillon, rien. Je dis, ouais, mais arrête d'essayer qu'elle soit excitée par ta vision, intéresse-toi à sa vision et montre-y comment elle va pouvoir la réaliser à travers toi. Et si jamais tu te rends compte que sa vision est trop grande pour être réalisée à travers toi, tu as 2 solutions. Soit ça veut dire que la personne n'est pas la bonne par rapport à ton niveau d'organisation actuel, ou soit ça veut dire que tu vas tout simplement viser plus haut pour permettre à cette personne-là aussi de s'élever à travers ton levier à toi. Je suis tellement d'accord. Les gens veulent trouver des moyens de rattacher les gens à eux puis de les garder captifs. Quand en fait, il faut que tu switches ça de bord puis il faut que les gens ne veulent pas partir. Eh oui, ouvre la porte de la cage puis installe un festin à la place. Oui, c'est ça. Exact. Moi, j'ai tellement d'exemples. Puis pour vrai, ça peut vouloir dire que certaines personnes sont de passage puis que tu les aides à quitter pour mieux. Moi, j'ai formé 3 personnes qui ont passé dans mon équipe puis je les ai coachés pour qu'ils partent puis qu'ils entreprennent dans leur compte. Parce qu'ils étaient allumés puis tout ça, puis ils étaient comme pas malheureuses, c'était 3 filles, pas malheureuses avec moi, mais ils étaient comme pas en train de réaliser leur plein potentiel puis leur vision qu'ils voulaient vraiment. Puis j'ai fait, garde, moi je veux pas te garder captive, je vais reste avec moi, puis je vais faciliter ta transition. Puis encore aujourd'hui, ils sont reconnaissantes pour ça. Puis moi, je suis convaincu que, bref, dans tous les cas, tu peux pas attacher un humain. Ni littéralement, ni d'un point de vue figuratif. Moi, j'ai juste retenu que tu rendais tes employés malheureuses. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Guillaume, changement de sujet parce que j'ai une analogie. Puis comme tu le sais, je suis un expert de l'image, le Mesmer des métaphores, comme on m'appelle toujours dans les arrêts d'autobus. Tu m'as jamais prouvé ça.
check bien ça, tu vas être ébloui. Et à tous ceux qui sont en ce moment en voiture, que ce soit sur l'autoroute, un rang de campagne, peu importe, immobilisez votre véhicule parce que, je vous le dis, ça va rentrer comme une tonne de briques. Si vous n'êtes pas en ce moment en voiture, rentrez dans votre voiture et immobilisez-vous. Et là, ah ouais, drop là. c'est que je veux qu'on se parle du fameux multitasking, multi-projet, multi-ci, multi-entrepreneur. Regarde. Ouais. C'est une des clés de l'échec, je trouve, de s'éparpiller tant au niveau temps, effort, énergie. Puis aujourd'hui, c'est un épisode sur la gestion du temps. Et ce que je me suis rendu compte qui faisait la plus grosse différence, c'est d'arrêter de se dire qu'on veut faire plein de choses ou de se laisser convaincre par des opportunités, par des personnes qui nous poussent à genre faire plein d'affaires en même temps. Et la meilleure image que j'ai trouvée pour illustrer ce propos... Parce que là, les gens sont immobilisés depuis tantôt. Ben exactement. Fait que là, mais inquiétez-vous pas, vous allez reprendre la route bientôt. Imaginez, vous êtes dans une cuisine, OK? Et là, vous commencez à faire une recette. C'est une recette, par exemple, de gâteau. Vous lisez les ingrédients, vous lisez les étapes, ça vous semble simple, vous commencez à vous exécuter, et comme de fait, ça se passe bien. Jour 2, vous vous dites « Ah, ben ça va bien, je connais ma recette de gâteau, good, je vais refaire un gâteau, mais là, je dis « À ta minute, papillon. J'aimerais ça qu'en même temps, tu fasses cette recette de poulet général Tao. » Fait que j'installe un deuxième livre de recettes à côté de toi, puis je te dis « Commence-la en même temps. Vas-y. » Ou commence les 2-3 premières étapes de ta recette de gâteau, commence celle du poulet sur le side, puis là, éventuellement, tu as plus de casseroles, tu as plus d'affaires, plus d'ingrédients, puis là, tu te trompes, puis tu mets un peu de sucre dans ton poulet, puis tu te rends compte que tu bosses avec des... Puis là, le jour 4, tu rajoutes 2 autres recettes, puis 5 recettes, mais imagine essayer de suivre 8 recettes dans la cuisine en même temps, avec les mêmes instruments. Puis ces instruments-là, c'est un peu comme on disait tantôt, des leviers, c'est du staff, c'est de la technologie, c'est du site... Tu sais, même si ton site web, mettons, tu as 4 offres en même temps sur ton site web, la personne qui arrive sur ton site et qui a un besoin X puis qu'une des offres pourrait y correspondre, elle va être confuse par les 3 autres. Ouais. Fait que je trouve ça excessivement important de garder le focus pour réussir à devenir maître de son horaire et par le fait même générer plus de résultats. Puis j'aimerais ça t'entendre par rapport justement à la diversité des idées versus la capacité de focusser. Est-ce qu'on les met dans une petite boîte pour plus tard? Est-ce qu'on essaye de les faire en même temps? C'est quoi ta vision du multi-project, multitask? J'ai tellement eu de discussions. Moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes à travers le temps, puis des whatever, là. Orgasmique. Beaucoup. Puis, ouais, c'est ça. Désolé. Puis, regarde comment tu m'as tout dérouté. By the way, vous pouvez reprendre la route, hein? C'est correct. Là, oui, c'est vrai, on a oublié de vous le dire. Vous pouvez vous rendre chez vous, là. Il y a une suite à cette vie-là. Oui, c'est ça. Donc, mon point, c'est que souvent, l'argumentaire, ça va être, OK, moi, je suis multi-passion, multi-créative, multi-idée. Puis, donc, j'ai besoin d'avoir plusieurs projets. OK? Plusieurs projets de business. Donc, plusieurs offres, plusieurs écosystèmes, plusieurs équipes, des fois plusieurs... whatever. Ah, donc là, avec cette prémisse-là, ce que ça veut dire, c'est que je peux pas exploiter toute ma créativité, mes idées, puis tout ce que j'aime faire dans ma business, dans un seul projet. Ce qui, à mon avis, est complètement faux. Si t'aimes chanter, peindre et coacher, tu peux trouver un moyen de mixer ces 3 passions-là dans un seul projet. Crois-moi, tu peux le faire. Puis même, ça va te rendre unique. Puis éclate-toi, mais dans ce projet-là, c'est une business pour justement pas vivre le cataclysme des multiples recettes. Fait que ça, c'est comme ma prémisse numéro 1, c'est que je suis d'accord que ça se peut que tu aies multiples passions, multiples créativités, beaucoup de créativité. Je suis comme ça, t'es comme ça. Un petit edge de haut potentiel là-dedans. Bon. Puis, mais... non, mais c'est pas juste un cadeau, ça. Là. Le fardeau de ton intellect, Guillaume, on non, est tous plein de compassion. Tu l'as aussi dans certains aspects de ta vie. Je sais que je suis fucking brillant, là, j'utilise pas des faux. Non, mais c'est pas un synonyme, bref. Tabarouette. Ah non, je sais. Inquiète pas. Hein, mon point, c'est que c'est faux que ça se canalise pas dans un seul projet de business. C'est ça. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Parce que la créativité, c'est pas nécessairement de diversifier. Ça peut être de faire la même affaire de 1000 façons. Exact. Fait que tu sais, le jardinier, là, ben, il peut avoir cette saison-ci, voici ce que je vous recommande, puis la semaine prochaine, en se met un tablier de sortes de couleurs. Tu sais, il y a tellement de façons, même, tu sais, je pense à notre business, là, combien de projets qu'on se fait proposer, de partenariats, de collaboration. Puis c'est tellement,
tentant, quand quelque chose est 90% aligné, de se faire croire que ça va être correct puis qu'on va patcher pour le 10%, mais c'est exactement ces foutues zones-là dans lesquelles on va sacrifier notre âme, notre temps, notre vie, notre ressource la plus précieuse, puis qu'au final, on se ramasse tout le temps débordé avec, tu sais, dans un projet qui nous plaît à 90%, là, c'est pas le 90% qui va occuper notre esprit pendant la semaine, c'est le 10% qui fait chier, qui ne fait pas dans l'horaire, qui force à collaborer avec quelqu'un qu'on n'aime pas tant que ça, ou qui force à être avec une clientèle qu'on voulait pas, dans des paramètres qu'on veut pas. Là, tu fais juste parler des opportunités de d'autres. Ça, mais tu sais, juste nos propres idées, puis là, c'est nous, mais tout le monde qui nous écoute, nos propres idées dans un seul projet, la quantité qui ne valent pas la peine d'être fait. Puis ça, c'est une question que je t'envoie d'ailleurs. Toi, tu fais quoi avec toutes tes idées? Parce que t'en as au moins 4 depuis qu'on travaille ensemble. Ouais. Non, mais les deux, on est pareil, là. On a une tonne d'idées pour réaliser tellement de projets, tellement d'affaires différentes. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes idées? Je vais voir mes idées comme le dessert. Une espèce de récompense, entre guillemets. Ah, c'est intéressant. Si je me rends compte que, comme en ce moment, dans ma tête, notre business, c'est 2 cores. C'est la Life Mastery Family, les Life Mastery Bootcamp. Ouais. Tant et aussi longtemps qu'on ne va pas avoir max out ces 2 affaires-là en termes de c'est rendu facile, automatisé, systématisé, structuré, d'être vu par rapport à ça, d'être aimé par rapport à ça et de deliver une tonne de valeur par rapport à ça. Tant que ce n'est pas fait, je n'ai pas le droit à la récompense de la nouvelle idée, du nouveau projet, de la nouvelle affaire. Pour la simple et bonne raison que je veux respecter mon temps, ton temps et celui de nos clients. Et je me sentirais... Tu sais, fais juste imaginer qu'on se lance une compagnie de kayak. Puis nos kayaks, il manque un petit quelque chose pour qu'il soit beau. Il manque un petit quelque chose pour qu'il soit ergonomique. Il manque un petit quelque chose pour que le marketing soit sa coche. Mais on va décider de commencer à vendre des canots aussi. On peut-tu se concentrer sur avoir les meilleurs kayaks sur le marché ou certains kayaks qui ont un edge qui les différencie tellement que les gens en sont fans? Tu sais, dans ma tête, je me dis, tant que ma business, dans chacun de ses produits vedettes ou dans son produit vedette, n'est pas rendu à un point où est-ce que je suis tellement fier de tout ça que je le sais que mon marketing va venir à 90% de mes clients heureux qui en parlent d'eux-mêmes, par respect, je ne dois pas consacrer aucune ressource, temps, argent et effort à autre chose que le perfectionnement de mon art. C'est tellement bon. Moi, j'ai dit longtemps 90%, après ça 95%, puis maintenant je suis capable de dire 99% de nos idées, je pense qu'ils doivent aller dans un cimetière à bonnes idées. Ouais. Dans le sens où il faut être capable de les écrire, de les mettre à quelque part. Moi, j'ai une note, là, littéralement, dans mon cellulaire, puis je mets la majorité de mes idées là-dedans en sachant, en l'écrivant, que probablement qu'elle ne vivra jamais, cette idée-là. Exact. Si elle revient constamment, à un moment donné, je vais faire « OK, peut-être que cette idée-là, elle aurait de la place dans un projet, mais il faut encore attendre que ce soit le bon projet, le bon moment. » J'ai eu des idées, moi, il y a des années qu'on fait ensemble aujourd'hui, mais à l'époque, ça faisait aucun sens. Il restait sur la liste, puis il vivait pas. Donc, les idées, numéro 1, 99%, on les met de côté, parce qu'on n'aura jamais le temps de les faire. Numéro 2, si elles se répètent, je les considère. Puis numéro 3, le bon moment, le bon contexte pour qu'elles vivent. Puis ce qu'il faut accepter là-dedans, là, c'est qu'il y a plusieurs idées qu'on ne fera jamais qui étaient, oui, des excellentes idées. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est une excellente idée qu'elle a sa place dans ta vie. Tu sais, si jamais tu es en date avec ta blonde un vendredi soir, Guillaume, puis je te propose d'aller regarder une game de basket ensemble à New York, c'est une excellente idée. Ça te tente peut-être qu'on fasse ça ensemble. C'est-tu le bon moment? T'as-tu le temps? T'as-tu l'espace? Pas du tout. Donc, l'excellente idée doit mourir. Exact. Puis c'est un deuil qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur, en tant que gens créatifs, visionnaires qui veulent toujours expand. Puis surtout, on est créatif parce qu'entre autres, on veut toujours optimiser notre vie, donc trouver la meilleure idée, la meilleure façon de réussir à atteindre ce fameux succès, cette liberté-là. Mais je pense que si on commence à transposer notre créativité justement, non pas dans commencer les nouvelles idées, mais intégrer peut-être une partie de cette idée-là à ce qui existe déjà. Par exemple, notre LMF ensemble, ben, quand on voulait faire des événements grand public, on n'a pas parti d'un bar avec un nouveau brand des événements. Non, c'est un événement qu'on offre à nos clients dans le but de bénéficier, d'augmenter leur expérience en tant que client, qui permet par le fait même d'être découvert par des nouvelles personnes. Fait que c'est une nouvelle idée, mais à l'intérieur de quelque chose. Exact. Puis surtout, je crois que si une nouvelle idée va impliquer, il faut être conscient des ressources nécessaires. Si tu décides que, OK, ben on ajoute...
Mais par exemple, justement, tu as des kayaks, tu en vends depuis 15 ans, tu es steady, tout va bien, puis tu décides que tu en fais maintenant qui ont des designs de flammes sur le côté. Mais tu es capable de prendre cette nouvelle idée-là, de la déléguer à la personne en charge du département, puis juste de donner la vision, voici à quoi on s'attend, puis cette idée-là, elle va exister sans que tu sois obligé de t'impliquer. Fait que c'est correct aussi. Ça dépend, tu sais, à quel point tu as du staff pour pouvoir soutenir ça, à quel point tu as une équipe qui est grande, puis à quel point l'idée, c'est-tu un 180 par rapport à ta vision actuelle ou c'est une... Mettons, on va décider de faire de la merch qui va avec les kayaks, hein, des vêtements, là. Ça en est un projet que j'entends tellement souvent en plus. Là. Nous autres, on a souvent des coachs, des consultants, du monde en service. Puis, je vais juste faire une petite ligne de vêtements avec ça, une petite boutique en ligne. Hey. Ça, c'est, moi, là, pratiquement 100% du temps, c'est, t'as-tu idée du travail et des ressources et de l'absence de marge que ça prend avoir une petite boutique en ligne pour qu'elle vale la peine? Et effectivement, à peu près tous ceux qui l'ont fait on the side ont eu de la difficulté parce que c'est une vocation, ça te demande tout ton focus, là, rentabiliser un e-commerce. Ben, j'aurais quasiment envie de dire à quelqu'un, si ton idée, t'es pas certain qu'elle peut rapporter au moins 1 million par année, c'est probablement pas une bonne idée. Ouais. Parce que, tu sais, mettons là, que c'est une idée que tu dis, OK, si elle est max out, si elle est vraiment bien exécutée, puis tout, c'est une idée qui vaut genre 95 000 par année. T'as-tu vraiment le temps, les ressources, les efforts à mettre pour augmenter de 95 000? Puis ça, c'est 95 000 bruts, là. Tu sais, puis là, je donne un chiffre fictif, mais tu comprends? Tandis que si tu dis, ça, c'est une idée qui vaut, si elle est bien faite, 3-4 millions, ben 3-4 millions, là, t'as de la marge pour faire des pubs, t'as de la marge pour engager des gens en charge du projet, t'as de la marge pour réussir à avoir des tests clients, des samples, tu sais, de faire une étude de marché avant, là. Ah ouais, définitivement. Tu sais, es-tu d'accord avec moi que ça revient à... On parle beaucoup d'optimisation de mastery de sa vie. Dans notre cas, c'est du life mastery. Puis, moi, il y a une image que j'aime bien avoir, là, puis ça a beaucoup évolué à travers le temps. C'est l'image que t'as l'humain et t'as l'entreprise. Okay? C'est deux systèmes. C'est vraiment deux systèmes. Des fois, quand on parle à des coachs, des consultants, des formateurs, des gens qui vivent de leur passion, ils mêlent beaucoup, nous, on peut vivre ça, que tu mêles beaucoup le système que tu es comme être humain, qui a besoin de bien manger, bien bouger, de se reposer, d'avoir une vie familiale, des relations, de l'amour, bref, prendre soin de son énergie, etc. Puis tu as le système qui est ta business, ce que ça a besoin, une business, là, c'est, comme tu l'as dit, là, être vu, être aimé, bien livré. Puis si on était capable, et bientôt probablement qu'on va être capable avec le AI, ça se répète non-stop comme ça, puis c'est hyper huilé, là, tu sais, ça fonctionne sur le pilote automatique, puis c'est ça qu'une business a besoin. Une business n'a pas besoin d'émotion, puis de se demander c'est quoi le sens de tout ça. C'est un système prévisible qui répète un résultat à travers le temps. Tu pèses sur A, ben il te sort un résultat Z à chaque fois. Et voilà. Et ça, on l'oublie des fois, à quel point la business, là, on n'est pas... on est deux gars très humains, puis on adore servir, contribuer, avoir de l'impact. C'est pas ça le point ici. C'est juste que quand tu gères ton temps, tu gères ton quotidien, tu gères tes idées, faut que tu te dises, OK, là, en ce moment, est-ce que je suis en train de bâtir mon système business, là? Puis si je suis pas en train de bâtir, puis que je fais juste livrer, comme tu disais tantôt, ce que ça veut dire, c'est que je vais devoir le faire à perpétuité, puis mon système humain que je suis va devoir toujours être impliqué là-dedans, beaucoup, tu sais. C'est correct de t'impliquer tout le temps dans ta business. C'est juste qu'il faut que tu puisses t'en retirer si tu veux. Il faut que tu puisses minimiser à travers le temps ton implication pour que ça roule quand même sans toi. Bref, puis ça devient un outil, ce système-là, pour te permettre, comme être humain, de vivre la vie que tu veux, puis le lifestyle que tu veux, puis améliorer ta santé, puis whatever. Fait on dirait que moi, si on regarde notre quotidien, puis OK, je suis en train de bâtir mon système business, je pense que tu peux pas te tromper vraiment. Tu es d'accord avec ça? Je suis 100% d'accord avec ça. Puis ce que j'ai envie de demander aux gens de faire comme exercice, c'est peut-être à regarder les 40 prochaines heures de travail que vous avez à faire devant vous. Là. Puis demandez-vous si c'était les dernières 40 heures que vous pouviez travailler pour le trimestre. Vous ne pouvez plus en faire d'autres du trimestre. À quel point est-ce que... Une semaine, mettons. Une semaine. Mettons, il nous reste une semaine pour le dernier trimestre. Ah, OK, c'est intéressant. Il te reste une semaine de travail et tu n'as plus le droit de travailler du trimestre.
c'est quoi les choses que tu dis, il faut absolument que ça se soit réglé ou automatisé ou que j'aie mis en place des systèmes ou des personnes pour faire en sorte que ça puisse rouler le reste du trimestre sans que je travaille. Sais-tu qu'est-ce que tu ferais, toi? Dans notre statut, mais en ce moment, c'est sûr que je veux pas comme donner d'exemple de là, considérant que le monde va peut-être l'écouter dans le futur, ils vont penser qu'on est rendu alors qu'on est rendu à multiples milliards sur Mars, etc. Mais ouais, j'ai des bonnes idées de qu'est-ce que je mettrais en place. C'est quoi? La première étape, c'est que j'ai la stratégie des lieux physiques dont je t'ai parlé déjà, la commercialisation. Fait que je mettrais une équipe de représentants de notre brand all-in, autant en rencontre digitale qu'en rencontre présentielle pour aller avoir des points de rencontre. Puis je pense que c'est quelque chose au niveau de la publicité en ce moment qui est sous-estimé. Tu sais, je ne veux pas donner toutes les idées que je veux mettre en place, mais je pense qu'au niveau de la pub, les gens ils ont comme trop la vision de soit tu fais de la pub sur des pancartes ou soit tu fais de la pub sur Internet, sur Facebook, Google. Mais il y a tellement de moyens autres qui peuvent réussir à te générer de l'attention pour pas cher puis de façon répétitive et prévisible avec des stats pour le backer. Puis c'est vraiment ça que je mettrais de l'avant. Fait que pour notre visibilité, j'ai une stratégie, je double down là-dessus, c'est sûr. La deuxième affaire, c'est un système d'amélioration de l'expérience client par les clients. Fait que je crée un processus d'autonomie pour que la croissance de l'entreprise passe par le feedback des clients qui est applicable par l'équipe. Puis en tout cas, il y a plusieurs autres choses que je mettrai en place. C'est cool. Juste le thinking est vraiment intéressant. Moi, c'est un peu plus facile. C'est un peu ce que je fais déjà. Ben, c'est facile parce que ça fait des années que je le fais, mais moi, c'est sûr que c'est un funnel là, que je fais. Là. Fait que, je mets en place des ads. Je m'assure que l'offre est bien présentée. Puis, fait que dans le fond, moi, c'est un mix de médias, technologie, humain. Toi, il y a quand même beaucoup d'humains dans ton levier. C'est intéressant. Humain-média, là, tu sais, un mélange. Mais c'est intéressant de voir qu'on revient encore à la même chose. Ben, c'est que notre travail serait de mettre en place des machines et non pas de faire des actions. Exact. Puis à cette heure, c'est le réflexe que j'essaie le plus possible d'avoir. Quand je me rends compte que je m'apprête à faire quelque chose, je me dis ma job en tant que directeur d'entreprise, ce n'est pas de faire des choses, c'est de prendre des décisions. Donc, quand je suis en train de faire quelque chose, je suis en train techniquement de me dire « Ah oui, il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper. » Mais ultimement, là, dans 5 ans, je vais-tu m'occuper de cette tâche-là? Souvent, la réponse, c'est non. Puis on pense que parce qu'on est à telle étape dans le business, ben, on va encore s'en occuper, c'est normal que ce soit encore nous. Mais c'est cette même vision-là de c'est normal qui nous empêche d'atteindre le niveau d'après. J'essaie de plus en plus de prendre mes décisions, non pas en fonction de ce qui est normal pour moi en ce moment, mais en fonction de ce qui va être normal pour le Manu dans 5 ans. Fait que je me dis, est-ce que le CEO dans 5 ans que je vais être en train de faire ça? Si la réponse, c'est fuck no, j'essaie le plus vite possible de donner cette tâche-là à quelqu'un d'autre ou cette responsabilité là à quelqu'un d'autre pour pas déléguer par tâche, mais par rôle. Puis ça fait toute la différence. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, veux pas, pendant que tu étais parti en vacances, puis notre adjoint aussi était parti en vacances en même temps, il a fallu que je prenne des décisions. Il a fallu que je me rende compte, je commençais à essayer de prendre le workload de tout le monde sur mes épaules puis tout faire, ou je prends du recul puis je me dis, hey, c'est où les leviers que je peux installer? Puis ça a fait une méga différence. Puis, excuse-moi. Voyons. Comme j'allais parler, j'ai perdu mon idée à part de ça. Pas de problème. Elle ne devait pas être si bonne que ça. Non, mais elle était bonne. J'en doute pas. J'ai confiance en toi. Tu vas retrouver. Ça arrive des fois, hein? Sinon, en attendant que tu retrouves ton idée, je peux faire un petit 20 minutes, si tu le permets. Oui, c'est ça. J'ai envie de te poser la question par rapport à la persévérance. Parce que, tu sais, on parlait de multiplication des idées, tout ça, mais tu sais, si quelqu'un tape tout le temps sur le même clou, sur la même idée, sur le même projet, puis il est donc fier, puis tout ça, puis il dit « Hey, j'ai écouté votre conseil, les gars, je suis full focus. Mais comment tu fais pour savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Tu sais, si ça fait 8 mois que tu tapes sur le même clou, puis tu te rends compte que, finalement, mon idée de déneigeuse l'été, ça marche pas vraiment. Oh boy. J'en ai de j'abandonne, là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est que j'ai le goût de twister la question. Tu as twisté pas à peu près. Ouais, c'est ça. J'ai le goût de twister la question de... Je pense qu'il y a bien des moments où des gens sont en train de persévérer, de se rendre au bout de leur rouleau, de stresser, de vivre de l'anxiété parce qu'ils n'auraient peut-être pas dû commencer. What do you mean? Avec des vérifications initiales de classiques, tu sais. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une demande? Ces gens-là, ils ont-tu de l'argent?
J'ai-tu des vraies possibilités de faire des profits? Tu sais, j'ai déjà dit à une personne, sais-tu qu'en ce moment, à toutes les fois que tu fais des ventes, tu perds de l'argent? Genre, t'as littéralement une machine qui accélère ta pauvreté. Parce qu'il n'y avait pas de marge. Elle pensait qu'elle avait une marge. Mais finalement, tu faisais le calcul rapide. En dedans de 5 minutes, j'ai fait, tu sais quoi? Tu n'y arriveras jamais. Puis là, c'est un des pires exemples, mais des fois, ça peut être, faut que tu en vendes 5000. Oui. Ben, c'est de se rendre compte, tu sais, je donne tout le temps à mes clients parce que souvent, l'exemple typique, c'est salut Manu, ça va? Oui, toi? Oui. Ça, non, j'ai juste skippé ce bout-là. Mais ils vont me dire, je veux ça. Puis là, ils vont me parler de leur stratégie. Mettons, je veux réussir à avoir plus de clients dans ma pratique privée. Je veux réussir à ce que mon application rejoigne 1000 personnes. Tu sais, là, ils me parlent de leur but. Puis ils me parlent des efforts qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Puis là, je leur dis, OK, mais mettons là, que tout s'est bien passé. Tu as max out ton idée. Ouais. C'est-à-dire, tu as le maximum de clients que tu avais prévu avoir, là, puis tout s'est bien passé. Ouais. Tu as pris le temps de regarder c'est quoi cette business-là dans sa version finale? Puis là, tu te rends compte des fois que hey, c'est une business dans laquelle, finalement, le maximum de profit, c'est 800 000, mais je travaille 60 heures par semaine parce qu'il faut que je gère la charge de clients puis tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est important avant d'essayer de réussir, d'avoir une vision très claire de une fois réussi, ça ressemble à quoi, puis c'est vraiment ça qu'on veut. Ouais. Sinon, comme tu dis, il faut l'ajuster dès le départ, le tir. Ouais. Là. Ça peut faire très, très mal, même de réussir en affaires. Puis tu sais, combien de fois tu as pivoté? Moi, c'est quelque chose que je vais demander souvent. C'est, OK, mettons, tu as pris une trajectoire. Imaginons une autoroute. Moi, je dis souvent ça. Tu as pris l'autoroute. Là, il y avait une coupe de sorties possible pour aller dans la même direction, là, mais à travers un chemin différent. Ça fait combien de fois, mettons, que tu pivotes puis que tu prends une sortie un peu différente dans ta persévérance? OK, dans le fond, en 1 an, que tu as tapé sur le même clou, mettons, ou que tu as été sur la même route, tu as essayé 4 chemins différents puis ça lève pas encore. Honnêtement, là, c'est le temps de faire un pivot majeur puis de changer quelque chose, là, tu sais. Puis je l'ai dit dernièrement à un ami client, là, j'ai dit, écoute, là, ça fait 1 an que tu martèles ça. Je suis désolé, mais là, je t'ai vu aller, je t'ai aidé. Puis là, c'est le temps de changer, là. On peut plus espérer que ça va fonctionner. T'as fait le travail nécessaire. C'est juste qu'il faut faire attention parce que des fois, les gens vont confondre le besoin de pivoter, ajuster avec juste une envie de vivre quelque chose de nouveau puis d'espérer que ce soit plus facile, tu sais. C'est ça qui est un peu plus tough puis touché puis que c'est pour ça que j'ai de la misère à dire que voici exactement quand est-ce qu'il faut que tu arrêtes puis que tu persévères. Mais tu sais, je l'ai essayé, ça marche pas. No shit. Moi, 90% de ce que je fais marche pas au début, là, tu sais. Mais je suis dans un marché que je sais qu'il y a une demande. J'ai de l'expérience. Il y a des gens qui ont de l'argent. Mon modèle économique il est sharp. Pour l'instant, je vois, il n'y a aucune raison autre que ma lâcheté ou mon besoin de dopamine qui ferait en sorte que je changerais, là, tu sais. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis, je veux qu'on wrap up le sujet de la gestion du temps pour un entrepreneur parce que la gestion du temps implique la gestion de priorité, le focus. On a couvert tellement de sujets extrêmement importants aujourd'hui. Puis, y a-t-il une question que tu aurais envie de suggérer à notre audience qui puisse se poser peut-être à partir d'aujourd'hui pour une question peut-être essentielle que tu dis tout entrepreneur qui veut savoir s'il gère bien son temps devrait se poser? Est-ce que en ce moment, je suis en train d'activer des leviers qui me permettent de bâtir un système d'entreprise? Ça en est une bonne. C'est une bonne qui est un peu de la viande autour de l'os, mais quand même, est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'activer un levier? Donc, littéralement, on peut activer un levier qui donne des résultats sur le court, moyen, long terme. Donc, activer un levier qui me permet de bâtir. Donc, bâtir est un mot important, un système qui va rouler avec ou sans moi à travers le temps. Puis ce système-là peut impliquer... Faut pas penser que c'est toujours passif à 100%, c'est pas ça. Mais ce système-là implique des médias, de la technologie, de l'argent, puis des humains, des ressources. C'est un peu comme disait notre ami commun Derek qu'on a reçu récemment dans notre groupe qui disait, est-ce que ce que tu fais est en train de rapprocher ta business de la possibilité d'être vendu? Ouais. Puis c'est un bon moyen de savoir si ce que tu bâtis, c'est des leviers ou si tu fais juste continuer d'échanger ton temps contre de l'argent, mais t'appelles ça une entreprise. Tu sais. Serait-tu ça, toi, ta question? Ou? En fait, la question, ce serait pas nécessairement une question, mais ce serait plus une espèce de quote qui me sert énormément ces temps-ci et c'est
lorsque tu sais exactement ce à quoi tu veux dire oui, ça devient beaucoup plus facile de savoir ce à quoi tu veux dire non. Ouais. Puis de réussir à avoir un respect total pour son temps, un respect total de cette ressource si précieuse, puis surtout de ne pas oublier que dans la vie, on va avoir ce qu'on accepte. Ouais. On va rien avoir de plus, rien avoir de moins. Notre vie, c'est ce qu'on accepte. Puis tu vois, juste cette semaine, j'ai reçu une opportunité. On m'a demandé d'aller fly dans le sud. Puis c'est pas en lien avec la Business Week, rien, mais on m'a demandé de fly dans le sud pour un congrès, conférencier, tout le kit. Puis je serais comme l'espèce d'invité vedette de la semaine. Ouais. Fait que tu sais, on me propose évidemment de me payer le billet d'avion puis tout ça. Puis à une certaine époque, ça aurait été « Wow, quelle belle opportunité! » Tu sais, je me fais flyer dans le sud, gratuit puis tout. Mais là, je réalise « Hey, quand bien même là, que c'est 3 000 $ la valeur de ça, une semaine où je ne suis pas au Québec en train de travailler sur notre business ensemble, c'est une semaine sur 52. Là. Ouais. C'est beaucoup, une semaine sur 52. Ça veut dire que, mettons, une semaine sur 52, c'est comme 2%, si on peut dire. C'est comme si je consacrais 2% de mes ressources, de mon temps, de tout pour autre chose que ce qui compte pour nous. Puis c'est facile d'accepter des opportunités qui sont très bonnes, mais des opportunités très bonnes nous font souvent passer à côté des opportunités extraordinaires parce qu'on n'a plus l'espace. Fait que c'est une des dernières choses que je dirais pour closer l'épisode d'aujourd'hui. Mais j'ai retrouvé mon idée, je peux-tu la partager? Ah, prochaine saison. Ben non. Ben non, mais oui, en Guillaume, fait, vas-y. c'était juste rapidement, c'est que tantôt on parlait là, de est-ce que je suis en train de faire quelque chose ou je suis en train de décider? Tu parlais de ça. Puis décider permet beaucoup d'avoir des leviers puis d'utiliser les différents leviers. Puis ce que j'allais dire, puis pour vrai, c'est pour ça que je la ramène parce que je pense, moi, ça m'a aidé énormément puis ça va aider les gens, c'est que si tu es en train de le faire, c'est probablement parce que c'est une zone prolifique. Donc, mettons, moi, quand je rédige ou quand je fais du copywriting, par exemple, ou que je réfléchis à des messages, c'est une zone où je suis bon puis que c'est difficile à déléguer. Par contre, à travers les années, je suis en train de vraiment faire en sorte que ça devienne plus simple à transmettre à des clients, mais aussi à mon équipe pour que ça devienne possible pour pratiquement un singe d'avoir des résultats similaires à moi. Et le but, c'est de le faire en se disant comment je peux faire en sorte qu'à un moment donné, ça va être la dernière fois que je vais le faire parce que ça va être délégable. C'était ça mon point, c'est que idéalement, tu fais pas, tu décides et tu délègues et tu donnes à des humains ou à des technologies, whatever. Mais si tu es comme obligé encore en ce moment de le faire, d'avoir le thinking de comment je peux le faire pour la dernière fois ou me rapprocher que ce sera la dernière fois parce que je vais pouvoir avoir le process que je vais donner à quelqu'un d'autre. Puis ça, moi, ça a fait que jamais j'aurais pensé que mon adjointe ferait des sites web. Puis elle fait des sites web maintenant sans même comprendre tout le temps ce qu'elle fait, mais parce que c'est tellement tout. Elle suit la procédure. C'est exact, elle suit la procédure. Bref. C'est quoi? Je pourrais partir Je sur t'épate, un hein? thème. Tu m'épates? C'est ça que tu voulais dire? Oh mon Dieu, non, pas du tout. Pas du C'est tout, pas ok. du tout là, je m'en allais. Oui, c'est vrai que tu m'épates, Guillaume, ça peut te faire du bien. Mais, merci. Mais ouais, non, regarde, on fait pas ce podcast ensemble par hasard. Quand même, tu as quelque chose à dire, puis je pense que ça mérite d'être entendu. Moi-même, des fois, quand tu parles, je prends des notes. Je ne prends pas personnel quand j'ai pas mon cahier crayon comme aujourd'hui, mais mentalement, je prends des notes. Dernier concept par rapport à la gestion du temps, c'est un livre qu'on a lu tous les deux puis qui a un méga impact sur nous. Who, Not How. Ouais. Et pour tous ceux en ce moment qui nous écoutent, non, who not how, ce n'est pas une phrase en chinois. Ça veut tout simplement dire qui et non comment. Alors, le principe est simple. Quand tu viens pour passer à l'action, on dit toujours, les entrepreneurs, il faut que tu passes à l'action, go get it, hustle, tout ça. Mais au lieu d'avoir le réflexe d'aller faire, pourquoi pas développer le réflexe de te poser la question qui peut le faire? Ouais. Et le fait de simplement changer ce thinking-là, ça permet, je trouve, le recul nécessaire pour se rendre compte, un peu comme l'exemple du chalet que je donnais tantôt, on a un événement qui s'en vient, bien, au lieu de partir et de me dire, OK, c'est quoi la liste des choses que je dois faire? Je commence par me dire, ça va être qui ma personne ressource qui va être en charge du projet. Ouais. Ce qui fait qu'en bout de ligne, là, le rôle d'un entrepreneur au quotidien, c'est souvent d'avoir des discussions avec les bonnes personnes. Oui. C'est tout. De développer la vision, ouais. D'avoir le recul nécessaire pour voir l'ensemble de l'œuvre et non pas être juste dans les opérations. Ouais. Donc, la retraite trimestrielle est hyper importante aussi. Exact. Écoute, Guillaume, c'était un très bel épisode. C'est quoi pour toi la pépite d'or d'aujourd'hui? Le moment où tu as demandé aux gens de s'immobiliser sur le bord de la route. Là. Non, mais pour vrai, les recettes, c'est une nestique de bonne image. Elle est bonne, finalement, mon image. Vraiment bonne image. Merci. Vraiment.
Vraiment. Moi, j'ai beaucoup utilisé les ponts à travers les années. Tu construis plein de ponts, mais il n'y en a aucun qui t'amène de l'autre bord de la rive. Fait que, regarde, tous mes ponts qui sont pas finis, finalement. Mais toi, les recettes, j'adore ça. Je me suis imaginé en train de faire le Général Tao, le brownies, tout ça, puis c'était un mess. Ouais. Déjà, juste une, c'est assez. La cuisine est un mess, puis rien goûte ce que c'est censé goûter au final. Ouais. Toi, Pépite, on se laisse là-dessus? Ouais. La pépite, je te dirais, il y a plusieurs fois dans l'épisode, tu t'es étouffé un peu, puis ça m'a fait réaliser à quel point je t'aimais et je voulais pas te perdre. C'est déjà, c'est une première. La vie passe si vite. Elle ne tient qu'à un fil. mais non, mais pour vrai, j'ai l'impression que l'épisode est une accumulation de pépites. Là. J'ai goût de dire et pépites ou rat tellement c'était incroyable. Puis, on va couper ça. Couper ouais, non, mais cette... c'est ça. Ben, comme d'habitude, je pense pas parce que c'est la saison 3 qu'il faut commencer tout bonnement à bien finir nos épisodes. Là. Je pense que c'est comme un peu notre trademark. Fait que si vous avez apprécié l'épisode, évidemment, comme d'habitude, la chose la plus incroyable que vous pouvez faire pour nous dire merci, c'est nous envoyer un virement Interact de 10 000 C'est ça, j'étais comme un partage pas si incroyable que ça. Non, mais tu sais, écoutez, nous autres, on l'apprécie. 10 000 virement Interact. Pour le podcast. Pour le podcast. Cool, ben oui, si vous avez aimé le podcast, c'est 10 000 au manu@manulemire.com. Je vais sûrement en parler à Guillaume si on reçoit quelque chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de partager ce podcast-là. Et partagez-le pas juste... vous pouvez le partager en story, mais vous pouvez également le partager directement à quelqu'un en message privé. Si vous avez un ami entrepreneur, vous pensez des fois qui se sent overwhelmed, qui a de la misère avec sa gestion d'horaire, gestion de priorité ou qui est tout simplement éparpillé, envoyez-lui, puis vous n'avez même pas idée à quel point ça pourrait faire une belle différence. Fait que laissez-nous un 5 étoiles comme d'habitude si vous êtes sur Spotify. Laissez-nous un commentaire si vous êtes sur YouTube. Et sur ce, ça nous a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le Life Mastery Podcast et on se retrouve dans le prochain épisode.